Chers membres du jury, collaborateurs KPMG, amis CCA, doit-on donner la parole à tous? Par crainte de ne pas être à la hauteur, de ne pas produire un texte suffisamment abouti, j'ai moi-même longtemps hésité avant d'apprendre devant vous ce soir. Et puis, prenant conscience de la formidable opportunité que ce concours m'offrait, mais surtout apprenant l'existence d'un cocktail à la fin, je me suis décidé. Doit-on donner la parole à tous? Voulons commencer par comme tout le monde par une citation percutante. J'ai décidé de procéder à des recherches sur Google afin de retrouver la citation parfaite. J'ai donc tout naturellement tapé citation, parole, philosophie dans mon moteur de recherche. Bien m'en a pris, je suis tombé sur les paroles de ma philosophie Nabel Benz. Je dois dire que ça ne m'a pas franchement aidé et que j'ai vite abandonné cette idée. Mais alors, qu'est-ce que donner la parole? Qui peut prendre la parole? Est-il souhaitable de la donner à tous? Ces trois questions étaient au centre de ma réflexion lors de la préparation de ce discours. La parole est un produit individuel permettant à chacun d'exprimer, de communiquer ses pensées au moyen de sons, d'écrits ou d'actes. Il existe différentes manières de prendre la parole, mais pour autant, la prise de parole est-elle accessible à tous? Faisant suite à la dégradation de la situation politique et sociale, Louis XVI convoqua les États généraux du Royaume pour le 5 mai 1789. Étaient présents des représentants du clergé, de la noblesse et les gilets jaunes de l'époque, le tiers-état. Signe que la prise de parole émancipe et peut-être nécessaire, ces États généraux ont mené au serment du jeu de paume, puis à la Révolution française. Cette prise de parole était-elle pour autant collective? La réponse est non. Si les réclamations et vœux des administrés de l'époque ont rendu possible ces avancées significatives, il n'en demeure pas moins que, sans m'aventurer à des analyses bourdieusiennes, que seuls les individus suffisamment instruits et sachant écrire avaient pu contribuer à ce grand débat national. Parce que Gilets jaunes et tiers-état peuvent d'ailleurs être rapprochés à plusieurs niveaux. Parce que si le peuple révolutionnaire demandait la fin d'un ancien monde, dans lequel certaines catégories de la population étaient privilégiées, il apparaît que, bien qu'elles soient plus diffuses, les revendications des Gilets jaunes sont assez semblables. La défiance, puis le rejet à l'égard du système de gouvernement en place ont fédéré un nombre insoupçonné d'individus issus de toutes les formations politiques. Toutes, mis à part le centre, mis à part la droite, et mis à part la gauche, mais toutes. Par ailleurs, leurs actions sont également assez analogues. Alors on rentre plus dans la Bastille avec une fourche, maintenant c'est dans le ministère de M. Griveaux, et on lance plus des pavés sur la garde royale, maintenant on lance aussi des limes. Néanmoins, ces échauffourées provoquées par des gilets jaunes minoritaires ne doivent pas occulter les défaillances soulevées par le mouvement. Ce mouvement est celui d'une France que l'on n'entend jamais, à qui on ne donne jamais la parole. Une France qui, je le pense, était inconnue à beaucoup d'entre nous avant début octobre. Car la coupure de plus en plus prononcée entre le peuple et les élites, entre la ville et la campagne, mais aussi la désertion des services publics locaux, doivent être entendues. Si le grand débat est une initiative totalement inédite dans l'histoire de la Ve République, il n'en demeure pas moins qu'en absence de mesures concrètes, cette initiative restera vaine. La notion de droit à la parole peut être mise en équivalence, voire même consolidée, il fallait bien celle-là, avec celle du droit de vote. Tout le monde ne l'exerce pas, par choix ou par exclusion, car contrairement à ce que l'adage suffrage universel véhicule, le droit de vote n'est pas un universalisme. Il reste réservé aux individus majeurs, capables, inscrits sur les listes électorales. Alors depuis 2001, les résidents étrangers de pays membres de l'Union européenne ont bénéficié aux élections locales. Mais pourquoi un étranger communautaire aurait-il davantage de droit à la parole qu'un étranger non communautaire? Un principe issu de la guerre d'indépendance américaine disait, excusez mon accent, no taxation without representation. Il n'est pas très bien, mais je pense qu'il reste mieux que les TCD de Manu. Nous sommes loin de ce principe, et pourtant, étrangers non européens payent aussi des impôts en France. Alors pourquoi cette différence de traitement? Les Gilets jaunes réclament le référendum d'initiative citoyenne, permettant de révoquer un élu, d'émettre des propositions de loi, voire même de modifier la Constitution. Est-ce une bonne idée? Le modèle suisse pourrait nous inciter à répondre par l'affirmative. N'oublions pas que quand la France abrite 68 millions d'habitants, la Suisse en abrite 8 millions. Alors il est vrai qu'a priori, le référendum est l'instrument le plus démocratique qu'il soit. Celui mis en place par le général de Gaulle dans la Constitution de 1958 avait pour but de rapprocher le président français. La parole du peuple et la parole du souverain, disait-il. L'usage intensif dont il a fait preuve durant ses mandats
n'avait en réalité que d'accroître sa légitimité. Plus qu'une consultation citoyenne, le référendum s'apparente à un vote de confiance, qui a eu des effets incommensurables sur la présidentialisation de la Ve République. Alors afin de sortir de cette logique binaire du référendum, des politologues ont proposé des alternatives visant à stimuler la consultation publique en permettant aux citoyens d'évaluer la proposition soumise à référendum, à l'aide de mentions telles qu'excellent, bien, passable. Alors pour conclure, j'aimerais vous soumettre une dernière réflexion. Alors, est-il forcément souhaitable que tout le monde prenne la parole? N'est-il pas judicieux de faire confiance à des professionnels de la politique de temps en temps? Intéressons-nous à 3 réformes sociétales majeures des 50 dernières années. Le droit à l'avortement, l'abolition de la peine de mort et le mariage pour tous. Alors en 1974, au moment du vote de la loi Veil sur l'IVG, 55% des Français ne soutenaient pas le projet de loi Veil sur l'avortement. En 81, c'était 62% des Français qui étaient favorables au maintien de la peine de mort. Et en 2012, c'était 56% des Français qui étaient défavorables au mariage pour tous et à l'adoption pour les couples homosexuels. Ces 3 réformes, qui ont eu des répercussions sans précédent sur la société française, ont donc toutes été adoptées, alors même que l'opinion publique ne les soutenait pas, ou de manière très fragile. Alors est-il vraiment judicieux de mettre en danger ces avancées? Je ne le pense pas. En attendant, signe qu'on ne devrait pas forcément donner la parole à tout le monde, je clôturerai mon propos avec la situation d'un grand homme, Franck Ribéry, qui disait « Je pense qu'on espère qu'on va gagner. Hein. »